Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de se lancer dans cet épisode de podcast, j'ai une information importante pour vous. Je lance les inscriptions de ma prochaine retraite en France, donc à Chasselet, 1 heure de Lyon, qui sera du 20 au 23 juillet 2025. J'avais lancé récemment une retraite du 7 au 10 juillet, mais qui s'est remplie en fait très rapidement, en quelques jours. Donc j'ai choisi, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes, d'en faire une seconde, donc pour mon retour en France, car actuellement je suis à Bali. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez expérimenter un cercle d'hommes sur plusieurs jours, vous avez le lien directement dans la description du podcast. Et pour ceux qui seraient intéressés et qui ont une âme de voyageur, j'ai toujours le cercle d'hommes, donc la retraite masculine que je propose à Bali du 26 au 30 avril 2025. Je vous mets directement aussi le lien dans la description de l'épisode de podcast. Alors pour ce sujet du jour, on part sur 5 comportements que je vais dire toxiques, mais en tout cas 5 comportements à bannir pour améliorer nos relations aux femmes. Et quand je dis relations aux femmes, ça peut être avec ma partenaire de couple, tout simplement. Ça peut être avec ma mère, ma sœur, ou des femmes dans mon entourage, ou des collègues de travail. Donc c'est des comportements qui la plupart du temps sont inconscients, mais qui peuvent être aussi conscients. Je dis toxiques car c'est des comportements qui peuvent blesser, qui peuvent venir jouer sur les insécurités de l'autre personne, la dévaloriser, créer de la pression, de la redevabilité, créer de la dépendance émotionnelle. Donc ce qui est important aussi, c'est de le rappeler, c'est des comportements qui sont valables dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui peuvent avoir ces comportements par rapport à un homme, par rapport à leur conjoint. Et je le redépose là, le but du podcast, ce n'est pas de nous culpabiliser nous en tant qu'hommes, mais de voir comment on peut apprendre à mieux naviguer dans nos relations avec les autres hommes, mais aussi avec les femmes, prendre notre place dans une posture qui est juste pour nous et pour les personnes qui nous entourent, toujours dans ce fil directeur de je suis capable de communiquer clairement mes besoins, dans une bonne intention et au service de la relation, je suis capable de communiquer mes limites quand il y a quelque chose qui est franchi et qui n'est pas respecté, toujours dans le sens de la relation, et pour aussi me respecter en tant qu'homme ou en tant que femme si vous êtes une femme et que vous écoutez cet épisode de podcast. Alors on part pour le premier comportement qui est l'art de manipuler les conversations. Alors j'en rigole un petit peu car j'ai été un roi dans l'art de manipuler les conversations, et donc on pourrait appeler ça le gaslighting, qui est un comportement en général inconscient, mais qui peut être conscient. Alors quand c'est conscient, ça commence à être un petit peu chaud, ça commence à être vraiment toxique, mais en gros c'est un comportement qui va chercher à diminuer l'autre personne, qui va chercher à venir jouer sur la confiance en l'autre, dans la conversation qu'on peut avoir et dans le conflit ou le désaccord qu'on peut avoir, qui est là pour venir mettre en doute sa parole, déformer ses propos pour les tourner en général à notre avantage, pour essayer, on va dire souvent, de faire culpabiliser l'autre personne, de nous faire passer aussi pour une victime en ramenant tout à nous, et c'est vraiment une capacité finalement à déformer le dialogue. Je vous parle de ça car j'ai été un pro dans ça, et c'est souvent ma partenaire Chloé qui me disait, au début je le voyais pas, hein, c'était très inconscient, qui me disait mais là c'est pas l'objet de la conversation, t'es complètement en train de détourner le fil de la conversation, et en plus t'es en train de ramener les choses à toi. C'est vraiment alors un mécanisme de défense, mais une stratégie de manipulation, parce qu'il y a un moment t'as pas envie de reconnaître tes torts, ou parce qu'il y a un moment t'es dans ton insécurité, et pour le coup, tu te rétractes tout simplement, on n'a plus accès à toi et ta vulnérabilité, et donc t'es dans une stratégie, on va dire, d'offensive ou de défense pour contrer le fait que je suis en train de dire des choses qui sont désagréables, qui sont déplaisantes et que t'as pas envie de recevoir. Alors pourquoi c'est inconscient ? C'est inconscient car c'est cette capacité en fait à avoir du mal à reconnaître ses torts, à valider aussi que notre personnage de gentil n'est peut-être pas si gentil que ça. Donc c'est comme si dans cette conversation, le fait que la personne en face me reproche quelque chose ou me fait comprendre que j'ai abusé d'une situation ou de quelque chose et que en fait tout simplement j'ai du mal à le reconnaître, si je le reconnais, bien sûr ça vient valider la version que je suis pas une personne gentille ou un mec si bien que ça, et bien sûr c'est un petit peu comme me mettre un mauvais point, et en général l'inconscient n'aime pas trop ça, il a tendance à avoir une stratégie de défense, à se braquer et à dire non, moi je suis un gentil mec, moi je suis un mec bien, t'as vu tout ce que je fais, donc ce que tu m'envoies là c'est pas recevable, donc je vais essayer de manipuler la conversation pour t'amener inconsciemment dans un autre territoire, car ce que tu es en train de me dire est dérangeant ou douloureux. Donc c'est aussi finalement inconsciemment une capacité à avoir du mal à avoir accès en fait à sa vulnérabilité et à pouvoir être dans l'intimité et se montrer tel qu'on est. Peut-être par peur de perdre la face, se sentir en fait désarmé peut-être par rapport à notre partenaire ou par rapport à une collègue de travail. Donc c'est là où en fait insidieusement on va commencer à manipuler la conversation pour
Pour tout simplement avoir raison en général, car personne n'aime avoir tort ou pour ne pas se confronter au désagréable. Et ça, c'est quelque chose moi qui m'a fait travailler, car ça faisait remonter en fait l'ombre du manipulateur. L'ombre du manipulateur, je parle souvent des archétypes, notamment du magicien. Et le magicien, alors c'est l'archétype qui est lié vraiment au savoir, à la connaissance, le côté érudit, le côté intelligent. Et le magicien, dans ces deux formes dysfonctionnelles, il peut avoir donc le magicien faux innocent. Typiquement, c'est la personne qui a tendance à éteindre la lumière des autres car il a du mal justement à briller, et il va reprocher aux autres de briller, et il va finalement en fait projeter ses insécurités sur l'autre personne. Mais dans le cas actuel, ce qui va être intéressant, c'est plutôt le magicien manipulateur qui fait une forme de rétention ou de manipulation pour détenir une forme d'ascendant et de pouvoir sur l'autre personne, car il n'a pas forcément envie de reconnaître ses torts ou ses failles ou ses faiblesses, et donc il va prendre finalement une posture haute en essayant de manipuler la personne qu'il a en face. Et ce que je trouve intéressant avec ce côté gaslighting, c'est qu'on retrouve dans le faux innocent, parce que c'est une stratégie de manipulation, de se faire passer pour une victime alors qu'on n'est pas vraiment une victime, que du manipulateur qui va essayer justement de manipuler la réalité, où pour moi, le gaslighting, c'est vraiment... je retourne la situation en mode c'est toi le problème pour vraiment éviter de prendre mes responsabilités, donc je me fais passer pour une victime, mais en même temps je prends une posture haute où j'essaie de te manipuler, d'avoir l'ascendant sur toi pour te faire comprendre que c'est toi qui es en train d'abuser tout simplement dans la situation. Et donc ça c'est une stratégie de manipulation qui est assez insidieuse, mais qu'on peut avoir, moi que j'ai eu beaucoup dans ma relation de couple, et c'est tout simplement en le mettant en lumière. Et la première fois qu'elle m'a confronté à ça, en me disant mais Chris, tu sais que parfois t'es vraiment manipulateur, surtout quand on se dispute. Au début ça m'a confronté et j'ai pas voulu le voir, l'accepter, et puis au fil du temps, le fait de l'avoir fait remonter, ça me permettait de voir que dans des conversations, parfois en effet je voulais prendre l'ascendant, me faire passer pour une victime et essayer de la manipuler parce qu'elle était en train de me déranger avec une réalité que j'avais pas envie d'entendre. Donc ça c'est vraiment l'un des premiers comportements à mettre en conscience et à, si possible, bannir, car au final on est dans des conversations, dans des communications perdant-perdant, parce que en fait on essaie de détériorer la réalité, de ne pas vouloir recevoir une vérité tout simplement, en tout cas vérité qui part de l'autre, mais qui est aussi bonne à entendre, même si c'est pas forcément une vérité dans notre monde à nous, car en fait le fait de vouloir gaslighter la personne qui est en face de nous, c'est le fait un petit peu de vouloir aussi enfermer sa réalité, enfermer ce qu'elle a à dire, enfermer ses besoins, enfermer ses désirs, enfermer les choses qu'elle a à nous reprocher, et finalement c'est manquer d'écoute, manquer de vulnérabilité, et c'est l'opposé justement de l'intimité. C'est-à-dire que si à un moment je ne suis pas réceptif parce que je me braque, parce que je me sens touché, atteint ou blessé, et que je suis pas capable de me remettre dans une posture d'adulte pour communiquer avec la personne qui est en face de moi, c'est pas possible tout simplement de créer de l'intimité, car cette personne n'a pas accès à moi, tout simplement. Alors peut-être que dans votre relation, ou dans les relations que vous avez à l'extérieur avec des hommes ou des femmes, c'est peut-être vous qui souffrez de gaslighting avec une personne en particulier, et ce qui serait intéressant, en fait tout simplement, c'est de pouvoir lui mettre en face qu'il est en train de tout simplement manipuler la réalité pour ne pas reconnaître quelque chose que vous êtes en train d'avancer, même si en fait c'est désagréable pour lui, afin de faire émerger un petit peu cette ombre justement du manipulateur qui essaie de changer les faits et de détourner la conversation pour poser aussi vos limites, trouver une conversation qui est plus juste, voire clôturer une conversation dans laquelle en fait on essaie de vous manipuler et de vous retourner le cerveau, et qui va juste en fait faire baisser votre confiance en vous et vous donner l'impression que c'est juste impossible de communiquer avec la personne qui est en face de vous. Autant lui mettre un petit peu en face que voilà, là il est en train de manipuler la conversation, elle est en train de manipuler la conversation, et que c'est pas du tout productif, que ça permettra pas de trouver des solutions et de pouvoir échanger sur la thématique de cette conversation, et autant s'arrêter là et revenir à des meilleurs sentiments pour pouvoir en parler avec une posture plus adulte. Second comportement à bannir, ou améliorer en tout cas pour améliorer nos relations aux femmes ou aux hommes, peu importe, ça va dans tous les sens une fois de plus, c'est tout simplement le fait de réprimer les émotions de la personne qui est en face de nous. Alors là, ça va être la première couche, il y a une deuxième couche qui est un peu plus insidieuse, qui joue aussi, qui a aussi beaucoup d'impact, mais on en parlera juste après. Ça va être typiquement, j'ai ma femme en face de moi, ou ma sœur, ou ma mère, ou pareil, une collègue de travail, et je vais la traiter d'hystérique quand elle va exprimer ses émotions avec beaucoup d'intensité. Ça vient aussi pointer du doigt que j'ai du mal avec ça, que je me permets pas ça, que j'ose pas aussi ma vulnérabilité, ou qu'on m'a conditionné et façonné à penser que montrer trop d'émotions, c'était de la fragilité, que c'était pas bien, ou que c'était réservé plutôt aux femmes, et que comme je suis un homme, moi les émotions, je dois les contenir, je dois rester un petit peu stoïque, entre parenthèses. Donc il y a ce point-là, il y a le fait de tout simplement en fait minimiser ses ressentis en lui disant qu'elle exagère. Donc ça c'est vraiment, on dirait pas comme ça peut être très violent. C'est-à-dire que ce que ressent une personne, ça lui appartient complètement,
c'est complètement réel, c'est vrai, hein, c'est pas fake, personne ne ressent de la colère pour ressentir de la colère, c'est qu'en général on est traversé de quelque chose et on est en réaction par rapport à une situation, et lui dire qu'elle exagère à ressentir de la colère, c'est comme nier son monde, nier sa vie, en train de lui dire que ce que tu vis là, presque n'a pas de valeur, ou n'est pas autorisé, ou n'a pas le droit de s'exprimer, et alors que ça soit dans un cadre qui fait que c'est pas à sa place, ça pourrait être compréhensif, par exemple au milieu du travail, pendant une réunion de travail, et là il y a un recadrement parce que c'est pas à sa place, mais dans l'intimité, dans la relation de couple, dans une conversation avec une personne, c'est important de se dire que les émotions sont tout à fait à leur place. Alors oui, il y a des personnes qui réagiront avec l'émotionnel et qui vont se mettre en colère, et d'autres personnes qui exprimeront plutôt, bon ben voilà, là cette situation crée de la colère chez moi, ça crée un certain niveau de désalignement, donc j'aimerais qu'on en parle. Il y a des personnes qui ont cette capacité à rester dans une posture un peu plus adulte, et d'autres un petit peu moins. C'est pas pour autant que parce qu'il y a un moment je suis pris complètement de colère et que je suis en train de l'exprimer avec intensité, que ça fait de moi une personne, alors peut-être dérangeante pour la personne qui est en face, mais une mauvaise personne ou une personne qui transgresse quelque chose en fait. Au contraire, c'est sain d'exprimer sa colère, de la ressentir. Le tout, c'est pas de faire du mal à la personne qui est en face et de la transmuter en violence et en faire n'importe quoi. Comme je le dis beaucoup, c'est important après d'avoir des cadres, des espaces où on va permettre de transmuter ces énergies-là pour les faire circuler et pour revenir à une meilleure température interne. Ça peut être aussi par exemple prendre une position haute dans nos échanges, et je pense à toutes les personnes avec le développement personnel qui se mettent des fois dans des positions un peu de CNV et qui vont prendre de la hauteur par rapport à leur partenaire ou à une autre personne, qui vont leur dire tout simplement là c'est une approche très violente, est-ce que tu pourrais communiquer de manière non violente, parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire, ça permet une meilleure communication. Alors c'est pas mal, en soi c'est bien, il faut aller vers ça pour avoir une conversation entre adultes et qu'on puisse se dire les choses, mais c'est surtout le fait de prendre cette posture haute qui va être dérangeante et qui va venir amplifier le fait qu'on est en train d'infantiliser l'autre personne, ou qu'on la prend de haut, ou qu'on se met en sachant, ou qu'on lui dit un petit peu comment se comporter, et ça peut créer encore plus de violence, et ça peut rajouter de l'huile sur le feu. Donc faites attention avec ce type de posture si vous les avez à la maison, notamment quand vous êtes en couple et que vous faites chacun un petit peu votre dev perso, et que vous commencez à prendre conscience de certaines choses, vous voulez améliorer la communication, prenez cette posture haute en lui disant ouais mais tu vois, si tu parles en CNV ça serait beaucoup mieux, et là ça fait tout péter à la maison. Donc faites attention à ça. Il y a aussi le fait de dire t'es trop sensible, ou tu prends trop tout à cœur tout simplement, pour éviter en fait tout simplement d'écouter ce que la personne a envie d'exprimer, car ça fait aussi tout simplement trop pour nous, comme si on n'avait pas la capacité à recevoir cette intensité émotionnelle. Alors ça pourrait se comprendre aussi d'un point de vue possiblement de l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai besoin un petit peu de me brider, de me verrouiller, car ça fait un petit peu trop pour moi, il y a une contagion émotionnelle qui se met en place, et si je le fais pas, si je prends pas un peu de distance, ça risque tout simplement de m'engloutir. Je pense qu'il y a une façon de le faire, il y a un cadre à poser, c'est-à-dire que quand il y a une intensité émotionnelle trop forte en face de vous, vous pouvez tout simplement le faire remarquer que là ça fait beaucoup pour vous, que vous êtes en train de vous faire engloutir, et que vous avez besoin de prendre un petit peu vos distances par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment une contagion qui se met en place. C'est pas pour réduire ce que la personne ressent, vous voyez au contraire ce qu'elle ressent, mais c'est aussi pour vous préserver, pour garder une cognition et pour pouvoir échanger avec elle tout simplement. Et enfin, alors ça je l'ai travaillé un petit peu avec ChatGPT parce que je voulais aller un petit peu plus en profondeur, parce que sinon ça restait un petit peu en surface, et je lui ai demandé à un moment, je lui ai posé une question, je lui ai demandé ouais mais quand on est un homme mature, qu'on a déjà déconstruit pas mal de choses, mais qu'on a finalement encore des comportements un petit peu insidieux, qui sont assez inconscients, qu'est-ce qui pourrait venir se cacher à ce niveau-là et qu'on verrait pas forcément, mais qui a une répercussion par exemple sur nos rapports avec les femmes. Et il m'a sorti l'injonction à la maturité émotionnelle chez la femme. Intéressant. Attendre qu'une femme soit toujours apaisée, sage et rationnelle, car on ne supporte pas le chaos émotionnel, ou on ne supporte pas le côté océanique de la femme. J'en avais fait un épisode de podcast. Le côté océanique, c'est vraiment cet océan qui bouge dans tous les sens, ce déferlement, cette puissance, c'est cette énergie féminine, cet élément de l'eau qui représente aussi l'énergie féminine, et qui parfois a besoin d'un contenant en fait, qui peut soutenir ce mouvement, laisser ce mouvement se mouvoir. Et je dis contenant, je dis pas un bloqueur ou un protecteur ou un truc qui vient tout simplement réduire le mouvement, car le mouvement est dérangeant, surtout pas. Donc il y a un truc à aller chercher à ce niveau-là, toujours un peu dans les polarités énergie féminine, masculine. Alors en tant qu'homme, on a aussi de l'énergie féminine et masculine, yin-yang, et pareil pour les femmes, mais il y a ce côté vraiment intéressant. Moi je le vois beaucoup, les hommes qui ont un petit peu peur des femmes qui prennent beaucoup de place, qui vivent leurs émotions avec intensité, qui
qui ont une très belle aussi énergie masculine, qui foncent, qui ont une direction, où beaucoup d'hommes peuvent vite se sentir en fait tout simplement débordés. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça vient nous faire travailler sur notre posture à nous, sur notre capacité aussi à avoir ce contenant, mais aussi à s'autoriser notre océan intérieur et à prendre de la place et de vivre la vie aussi avec intensité. Donc il y a comme un effet miroir qui se joue entre l'homme et la femme qui est hyper intéressant à aller chercher. Bon, je suis en train de m'égarer. Sinon, il y a le fait de ne pas lui laisser l'espace d'avoir des émotions intenses sous prétexte qu'on ne veut que des relations matures. Et que dès qu'il y a trop d'émotionnel, ce n'est pas mature. Et donc là, bien sûr, ça vient pointer du doigt cette fameuse injonction à la maturité émotionnelle chez la femme. Pourquoi c'est inconscient ? Parce que, en fait, on croit qu'on est en train de prôner l'équilibre. Alors qu'en réalité, on rejette tout simplement les émotions du féminin qui viennent nous déranger. Et c'est hyper intéressant, quand on grandit, on veut ces relations équilibrées. Et dès qu'il y a trop d'intensité, dès que ça prend trop de place, ça vient frapper cette valeur d'équilibre au fond de nous, et pour le coup tout de suite on peut se dire mais en fait c'est pas la bonne personne, ou ça me dérange trop, ou ça me chahute trop, j'ai pas envie de vivre à cette intensité, ou j'ai l'impression de pas avoir les épaules pour. Et une fois de plus c'est intéressant parce que ça remet un petit peu en question à quel point on a la capacité de développer nos épaules, notre largeur, et tout en ayant cette capacité à recevoir avec un cœur bien ouvert, et aussi à être connecté à notre vulnérabilité en tant qu'homme pour créer cette intimité avec les femmes, car l'intimité se crée quand il y a vraiment de la vulnérabilité dans les deux sens. Donc voilà, pour ce point-là, que je trouve assez intéressant, moi je l'ai beaucoup fait. Dès que ça prenait trop de place à la maison, alors justement, par rapport au gaslighting, dès que j'étais en train de manipuler ma partenaire, car elle était en train de me dire des vérités dérangeantes, souvent ça la mettait dans dans une énergie océanique qui prenait de la place et qui se déferlait beaucoup plus. Et là, à ce moment-là, j'avais tendance à vouloir taire son ressenti, et soit je me verrouillais pour ne plus écouter, et j'utilisais tout simplement la stratégie du silence pour manipuler, donc mécanisme de défense aussi, tout simplement, ou sinon j'essayais de réduire ce qu'elle ressentait en revenant dans cette histoire de là t'exagères ce que t'es en train de ressentir, ou t'en fais des caisses, ou t'en fais trop, parce que en fait ça me dérange, ça me gratte les oreilles, et ça vient gratter des choses profondément à l'intérieur de moi que je n'ai pas forcément envie de voir. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper lié. C'est-à-dire que d'une phase de gaslighting, on pourrait passer d'une phase de répression des émotions. Mais le gaslighting, c'est déjà une forme de répression des émotions en soi. Troisième comportement à bannir, ou en tout cas à améliorer pour améliorer nos relations avec les femmes. Alors, j'en ai déjà parlé, mais c'est le fait de créer de la redevabilité sexuelle. Alors, ça se joue en effet plus au niveau du couple, malheureusement, pas que, ça se joue aussi en dehors du couple. C'est penser qu'elle me doit tout simplement du sexe, car je suis un homme, et qu'elle doit combler mes besoins. Alors, là, c'est donné un peu de manière brute. Les hommes qui ont déjà fait un certain travail vont me dire « Ah mais non, je suis pas du tout dedans ». Alors, c'est assez insidieux, car même quand on se pense pas à l'intérieur, même si on pense pas ainsi, il nous arrive en fait d'agir inconsciemment de cette manière, comme si c'était un petit peu plus fort que nous, car on a des conditionnements qui sont bien ancrés, et de se retrouver dans des situations où on est tout simplement en train de sexualiser notre partenaire. Par exemple, elle sort, c'est l'exemple que je donne habituellement, elle sort de la douche, et tout de suite c'est une invitation au sexe, et on a envie de se balader sur son corps avec nos yeux, avec nos mains, et tout de suite il y a cette envie de vouloir aller plus loin. Alors, pourquoi je dis que c'est assez insidieux, c'est que même quand on commence à travailler ça, moi je m'en rappelle quand j'ai commencé à le travailler, je voyais de plus en plus l'énergie que je pouvais projeter et le désir en fait que ça venait créer, mais qui pouvait aussi rencontrer un manque, donc pour le coup qui pouvait être amplifié. Dès que je pouvais par exemple me sentir en manque de sexe ou frustré, j'avais tendance, même si j'essayais de travailler sur ça, de le projeter quelque part d'une manière ou d'une autre, avec soit des reproches ou avec une fermeture un peu de cœur. Même si c'est quelque chose qui peut être conscient chez nous, il y a quand même un héritage qui est très fort, qui est là depuis des millénaires, où on part souvent du principe que la femme nous doit du sexe, et même quand on essaie de travailler ça, ça reste très présent dans la société quand on voit comment on sexualise les femmes. Et je suis pas en train de prendre le parti des femmes et en train de dire les hommes on n'est que des cons. Au contraire, j'essaie d'avoir une réflexion qui est cohérente par rapport à ces comportements qu'on peut avoir, et comment ces comportements peuvent nous faire du mal, même quand on essaie de travailler sur ça. Ça s'éradique pas en fait, ça s'éradique pas parce que c'est un problème qui est systémique, qui est présent depuis des générations et des générations, mais qui peuvent en tout cas être améliorés et venir apporter une énergie beaucoup plus juste dans nos rapports aux femmes et à la maison. Donc c'est voir un petit peu comment je projette mon énergie, en parler, communiquer, partir du principe qu'en fait
personne ne me doit du sexe et vice versa. Ça va aussi dans l'autre sens et que la liberté des autres démarre où s'arrête aussi tout simplement ma liberté. Et que c'est aussi important d'être garant de ça. Et j'aimerais aller sur quelque chose de plus insidieux encore, qui va être le syndrome du mec bien, ou du gentil gars, qui attend une récompense. Alors ça c'est pareil, je l'ai creusé un peu avec ChatGPT, je lui ai dit, on peut trouver un truc un peu plus profond, aller dans les couches plus profondes, pour voir un petit peu si t'en as sous le capot. Et pour le coup, ça serait penser que parce que on est respectueux et bienveillant, on mérite forcément une forme de reconnaissance d'amour ou de sexe en retour. Ou ça serait finalement se sentir frustré ou amèrement déçu si l'attention donnée n'est pas réciproque, comme si une femme nous devait quelque chose pour notre comportement. Donc pourquoi c'est inconscient ? Parce que ça part d'une bonne intention, mais ça maintient l'idée d'un échange transactionnel dans la relation aux femmes, au féminin. Donc oui, ça c'est un truc que j'ai eu aussi bien sûr, voilà, pour bien m'invalider. Non, je déconne. Ça c'est un comportement que j'ai eu, qui a créé beaucoup de redevabilité sur ma partenaire, donc qui a créé beaucoup de pression au niveau de notre sexualité et qui a finalement créé de la distorsion, qui fait qu'on avait du mal à se retrouver, car dès qu'il y avait quelque chose, ça venait créer une forme de pression, même quand l'intention n'était pas de mettre la pression. Et finalement, ça a été une roche assez douloureuse dans notre relation de couple, et on a beaucoup évolué par rapport à ça. Aujourd'hui, on arrive à être à un stade de plus de redevabilité, plus de pression, ce genre de choses, et ça nous fait du bien en fait à tous les deux. C'est beaucoup plus fluide, ça veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes. Tous les couples ont leurs problèmes, et plus on évolue, plus on se met à rencontrer des choses, on continue à avancer. Et c'est vraiment cette idée d'échange transactionnel de la femme me doit quelque chose une fois de plus. C'est juste que là, c'est beaucoup plus insidieux, parce que sous couvert de bonne intention ou de posture de gentil gars, finalement, je suis en droit d'attendre quelque chose. Alors que le premier, c'était beaucoup plus brut, c'est-à-dire que je suis un gentil gars ou pas un gentil gars, je m'en fous. Je pars du principe que de toute façon, ce conditionnement me convient et que la femme me doit du sexe et qu'elle doit combler à mes besoins. Le niveau un petit peu entre les deux, ça serait j'ai conscience de ça et je travaille dessus et je veux pas penser comme ça et je pense pas comme ça, mais finalement j'ai des conditionnements qui sont plus forts que moi et qui font que je vais aussi dans ce sens-là par mes actions quand je m'observe au quotidien. Et il y a un moment, j'étais dans cette phase 2 et c'était très douloureux parce que j'étais dans une forme de dualité, de dissonance entre je déconstruis les choses et en même temps je vois mes conditionnements, et donc je suis dans une lutte interne à l'intérieur de moi, et ça crée des violences assez fortes parce que finalement c'est dur de se positionner par rapport à ça, parce que c'est comme s'il y avait deux parts de moi, deux identités qui étaient un petit peu de se faire un combat, mais comme si j'avais deux valeurs qui étaient tout simplement opposées. Une qui vient d'un conditionnement très profond, sociétal, et qui vient depuis des générations et des millénaires, et un qui vient d'un homme en chemin, plus déconstruit, qui a une vision plus large et qui remet un petit peu en question, voire pas un petit peu, mais beaucoup, les rapports homme-femme, pour avoir une posture plus juste, être plus conscient de ce qu'il projette et aller vers du mieux avec les femmes et avec les autres hommes. Donc voilà. Je vais arrêter l'épisode de podcast là. Je vais faire une partie 2 pour la semaine prochaine, car pas mal de choses à partager. J'aime bien quand les épisodes sont pas trop longs, parce qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu indigeste et un peu long pour moi, pas parce que je suis flemmard, mais parce que j'aime bien avoir des épisodes courts et pas trop longs, tout simplement, le mec qui se répète. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura parlé, que déjà avec ces 3 comportements, ça vient mettre des choses en lumière, peut-être dans vos rapports aux femmes, dans vos relations, dans votre relation de couple, et que c'est peut-être vous qui les subissez, et que ça va être intéressant d'en parler à la maison pour pouvoir désamorcer tout ça et aller vers des relations plus authentiques et plus saines, avec moins de mécanismes de défense et de projection d'insécurité, ou que si toutefois c'est vous qui êtes à l'origine de ces comportements, que vous puissiez les mettre en lumière, voir un petit peu qu'est-ce que ça vient pointer du doigt, qu'est-ce que ça vient dire de vous. Alors une fois de plus, ça vient pas jouer sur votre valeur, c'est pas parce que vous avez ces comportements-là que vous êtes une moins bonne personne ou un sombre connard ou ce genre de choses, pas du tout. Au contraire, ça vous donne matière à pouvoir progresser, à améliorer vos relations, à avoir peut-être encore plus accès à certaines personnes, et quand je dis plus accès, alors pas plus accès au sexe, mais plus accès à la vulnérabilité, à l'intimité et à la connaissance de la personne qui se trouve en face de moi. Donc en soi ça peut apporter que du bon, je pense. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur la partie 2, sur 2 autres comportements. Il y en aura peut-être un bonus, un 3e à voir, je vais méditer sur tout ça. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.